Bonjour à tous et merci pour ceux qui sont déjà connectés. Merci d'aimer la vidéo et de la partager au plus grand nombre. Il faut absolument protéger cette communication politique car, vous vous en doutez, nous avons des machines france-africaines qui se connectent également, mais qui n'ont pas l'intention d'écouter ce que nous avons à dire. Leur objectif ultime, c'est d'interrompre ce direct, de sorte que je ne puisse pas vous livrer l'information que j'ai mise pourtant sur la table et que je souhaite débattre avec vous. Donc connectez-vous, aimez la vidéo et partagez-la au plus grand nombre. Je suis Privat Ngomo. Mais j'ai demandé à la jeunesse gabonaise de me surnommer le charismatique. C'est le lien que j'essaie d'établir avec cette jeunesse gabonaise pour laquelle j'ai souhaité dédier cette série que j'ai dénommée Gabao 2023. Je suis le responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une structure associative, politique et internationale. Nous y avons pour corpus idéologique le triptyque suivant. Nous sommes foncièrement souverainistes, car nous considérons que notre pays n'est pas indépendant, malgré la fête que nous célébrons tous les 17 août au Gabon. Nous ne sommes pas indépendants. C'est une autre entité qui détient la souveraineté du Gabon et des autres pays du précaré français et qui décide à la place des autochtones. Cette entité, c'est la France officielle et des réseaux, aidée en cela par la France-Afrique que nous combattons. Ce sont ces entités, l'une officielle et l'autre obscure et opaque, qui détiennent notre souveraineté et qui décident du destin du Gabon et des autres pays de l'espace francophone africain. Si nous voulons être souverains, si nous voulons décider de l'avenir de nos différentes nations, nous devons aller arracher notre souveraineté captive, retenue entre les mains de la France officielle et des réseaux et de la France-Afrique. Et pour cela, nous devons mener la lutte courageusement, en dépit de ce qui pourrait nous arriver. Nous devons être ouvertement anti-France-africains. Cette lutte ne peut être menée que si nous avons vaincu la peur. Si nous restons tétanisés, paralysés, inertes, la France-Afrique et la France officielle et des réseaux continueront à nous dominer, à spolier nos populations et, bien entendu, à piller nos richesses. Les Gabonais ne pourront jamais jouir des multiples richesses de leur pays tant qu'ils n'en seront pas les maîtres. Il nous faut mener un combat contre la France-Afrique. Il nous faut être ouvertement anti-France-Africain. Pour réussir ce combat,
Pour arriver à bout des France-Africains, il nous faut l'aide de tous les autres pays qui subissent le même joug néocolonialiste. Il nous faut donc unir les fils et filles d'Afrique pour l'ultime combat, celui de la véritable autodétermination des peuples qui, aujourd'hui encore, sont sous la férule de la France officielle et des réseaux. Il nous faut être absolument, fondamentalement néo-panafricaniste. À la jeunesse qui me suit, à la jeunesse qui suit actuellement cette vidéo, je lui dis que cette série lui est totalement dédiée. Ces jeunes qui vont avoir 18 ans et qui pourront aller voter en 2023, je veux leur donner ma part de vérité sur une réalité politique dans notre pays qu'ils ignorent et qu'on ne leur donnera jamais. Car les hommes politiques classiques du Gabon, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ont la particularité de mentir et de ne dire jamais ce qu'ils ont au fond du cœur ou au fond de leur tête. Ils parlent pour faire plaisir, pour juste assumer un destin ambitieux, celui de se retrouver à la tête du pays et de finalement jouer le rôle de marionnette que lui imposera une France que cette opposition ou que ce pouvoir gabonais n'aura jamais combattu. Je souhaite avoir une démarche totalement différente, en essayant de dire la vérité, de sensibiliser les jeunes Gabonais sur les enjeux de leur pays. Ils constatent déjà les problèmes que le Gabon a. Un si petit pays, extrêmement riche, et où la pauvreté frôle déjà un seuil de 70% de la population. C'est hallucinant. C'est simplement épatant d'être sur la terre la plus riche du monde et avoir ces populations pauvres et qui se font aujourd'hui mépriser, écraser par des étrangers à qui l'on a pourtant offert l'hospitalité. Les étrangers du Moyen-Orient comme les Libanais, les étrangers d'Afrique de l'Ouest comme les Béninois, les Maliens, les étrangers d'Afrique centrale comme les Camerounais. Pour l'heure, ce sont les Libanais qui sont en train de montrer qu'ils sont plus Gabonais que nous, car ils s'autorisent à exproprier les Gabonais qui sont sur les terres ancestrales. Je veux sensibiliser la jeunesse gabonaise à travers cette série. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'opposition gabonaise. Car nous devons nous interroger sur cette opposition qui a vocation à prendre le pouvoir et à donc remplacer ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais qu'on appelle généralement Bongo PDG ou système Bongo PDG. Je vais aborder aujourd'hui la question des oppositions gabonaises, car il y en a en fait deux. L'opposition France-africaine et l'opposition dite radicale. La thématique d'aujourd'hui est donc la suivante. La thématique de cette 8e édition, ce 8e épisode, est la suivante. Opposition France-africaine et opposition radicale au Gabon. Où est la différence? Je reprends la question. Nous allons en discuter pendant à peu près 3 quarts d'heure. Pour ceux qui nous suivent et qui nous rejoignent, veuillez aimer la vidéo et la partager au plus grand nombre, afin que nous ne soyons pas interrompus et que nous soyons protégés et que j'aille jusqu'au terme de cet exercice. La question d'aujourd'hui est la suivante. Au Gabon, opposition France-africaine et
opposition radicale. Où est la différence? Alors, pour débattre de ce sujet qui me semble très important, j'ai souhaité l'articuler selon les différents chapitres suivants. Je vais d'abord commencer par donner une idée, certes générale, de la conception de la gestion politique en Afrique précoloniale. Car avant l'arrivée des Occidentaux, nous avions, pendant des millénaires, nos façons de faire et d'administrer la cité, d'administrer l'empire, d'administrer le royaume, d'administrer le village. Ce ne sont pas des questions qui nous étaient étrangères, loin de là. Donc un petit rappel pour vous dire comment nous, Africains, nous, Kamites, gérons à l'époque la chose publique. Ensuite, dans un second chapitre, je vais essayer de vous présenter la conception démocratique selon les Européens. Comment les Européens conçoivent la gestion de la chose publique. Gestion qu'ils nous ont imposée depuis qu'ils ont pris le total contrôle du destin africain dès le XVe siècle de cette ère. Et quand ces deux aspects auront été présentés, et que désormais au Gabon, nous sommes soumis non pas à la gestion africaine précoloniale, mais à la gestion occidentale, je vais essayer de vous montrer comment se comporte l'opposition de notre pays, en distinguant l'opposition qui est france-africaine et l'opposition qui est radicale. Je vais relever les critères qui vous permettront de distinguer un opposant france-africain et un opposant radical. Et quand j'aurai fini ce chapitre, il ne me restera plus qu'à conclure ce direct si nous ne sommes pas attaqués, si nous ne sommes pas interrompus avant. Voilà le menu de cette communication et je conclurai en faisant désormais la sempiternelle supplique des tresses. Voyez-vous? Certaines femmes que je suis non pas seulement charismatique avec ces tresses, mais que je dégage. Je dégage des effluves de puissance séductrice. De ce que j'ai entendu sur quelques commentaires en inbox ou quelques réflexions. Donc vous voyez, nous on fait des tresses pour aller au combat, mais les femmes regardent derrière ces tresses la beauté masculine. Ça me flatte, mais le débat n'est pas là, chères dames. Le débat, c'est le combat qu'on mène pour que notre pays soit souverain et que les richesses du Gabon appartiennent d'abord aux Gabonais. Et ensuite, on donne le reste à nos frères du monde, car nous, Africains, restons solidaires. Je vais commencer par le premier chapitre maintenant que vous avez le menu. Quelle était la conception de la gestion du pouvoir en Afrique? Alors, je vais naturellement interpeller là les ethnologues, les sociologues, les historiens qui en ont fait leur profession et qui donc pourront réagir dans des commentaires sur ce qui sera dit. Moi, je l'ai appris par culture générale, car j'ai plutôt fait des études de sciences exactes, mathématiques, informatiques. Mais ce que je vais vous dire là sera confirmé par des Africains qui ont eu à embrasser les sciences sociales. En Afrique, et je veux parler là de Kama, car le nom de notre continent, c'est Kama. Et nous sommes des Kamites. Certains disent Kemet. Nous sommes des Kémites. Différence de prononciation. En Afrique, il faut d'abord comprendre le processus ontologique tel que les Africains le saisissent depuis la nuit des temps. Il y a d'abord la spiritualité, le spirituel, c'est-à-dire le lien qui existe entre l'homme, qui est la créature, et Dieu, son créateur.
il y a ce lien qui a commencé à devenir véritablement saisissant et palpable il y a de cela 7000 ans. 7000 ans. Lorsque l'homme noir, le premier, a considéré qu'il y avait une relation particulière entre lui, personne physique, et Dieu, entité invisible qu'il ne voyait pas, et qui pourtant était à l'origine du monde qu'il était en train de découvrir, à cause de l'observation. Car c'est en devenant sédentaire par l'agriculture, nous avons commencé à observer la nature. Nous avons donc réussi à décrypter les lois. Nous avons compris que ces lois étaient le fait d'une entité invisible, que nous avons appelée Imana, ou encore Amen. Donc il y a cette dimension spirituelle, qui est la toute première dimension que l'homme a. Dans la gestion des affaires qui seront purement matérielles, mais aussi psychologiques et donc invisibles. La deuxième dimension ontologique, après la spiritualité, c'est la culture. Parce que, ayant saisi le sens de la vie sur la terre, du point de vue philosophique, nous avons donc développé des comportements. Ces us et coutumes et traditions sont la culture kamite, la culture africaine. Et c'est cela la civilisation. Ce que nous apprenons, ce que nous savons faire, ce que nous enseignons, ce que nous léguons, comment nous nous organisons. C'est ça la culture. Et la culture procède de la spiritualité. Si dans la spiritualité, on vous demande de respecter votre prochain, de ne pas nuire à sa vie, on vous demande de respecter la nature, si la spiritualité vous l'exige, eh bien dans votre culture, dans votre comportement, vous le ferez. Donc au départ, vous voyez, il y a d'abord la spiritualité, puis la culture qui, bien entendu, vient en conséquence directe à ce qui est spirituellement accepté. En troisième temps, il y a l'économie. Car dans cette culture, dans ces comportements, nous échangeons. Et nous avons des actes de production, des actes de vente et d'achat. C'est ça l'économie, qui permet à la population africaine, dans les temps immémoriaux, de vivre décemment. Toujours sur un plan culturel où la solidarité avait tout son sens, où la communauté agissait pour l'intérêt de tous les individus. Et donc, l'économie est forcément le produit de la culture qui elle-même émane de la spiritualité. Et comme on a besoin, et c'est la quatrième dimension ontologique, comme on a besoin de vivre dans la paix et dans la justice, il faut donc pouvoir bien organiser cette production et ces comportements et cette spiritualité. Et on fait intervenir la politique, qui est l'art d'administrer une communauté de personnes dans une communauté d'intérêts, tout en respectant les intérêts individuels. C'est ainsi que nous, Africains, avions conçu le sens de la politique comme le quatrième stade. Et avant l'économie. Et avant l'économie, la culture. Et avant la culture, la spiritualité. Qui vient avant tout. Et sur cette base-là, vous comprenez que les Africains kamites étaient attachés à des valeurs fondamentales. Je vais ici en soulever la principale, que nous appelons la Maat, qui est un ensemble cohérent de valeurs spirituelles. La Maat. La Maat est la déesse de la justice et de la vérité. Dans la civilisation égyptienne kamite, que nous revendiquons aujourd'hui. Car nous sommes les héritiers de cette civilisation, n'en déplaise à la falsification de l'histoire de l'humanité par les Occidentaux. Nous sommes les disciples de Cheikh Anta Diop et nous récusons avec preuve à l'appui la falsification eurocentrique, c'est-à-dire une histoire qui est racontée par les Occidentaux à leur
avantage exclusif. Nous n'acceptons plus cela, nous le contestons. Et les valeurs de la maths, les valeurs mathiques étaient les valeurs de vérité et de justice qui devaient garantir l'ordre. Un ordre de la société qui se faisait sur la base de la paix et de la solidarité. Dans la maths, la vie d'un homme, la vie d'une femme est sacrée. On ne tue pas un homme comme on tue un cochon. On ne tue pas un être humain pour le plaisir, pour ses intérêts. C'est interdit dans les 42 idéaux de la maths, renforcés par les 77 commandements. Allez sur le net, la jeunesse gabonaise, et tapez 42 idéaux de la maths. La maths, c'est M, A, chapeau, et T. Voilà la philosophie que nos ancêtres nous ont léguée avant que les Blancs ne viennent prendre possession de notre continent. Nous étions des disciples de la maths. Nous respections la vie de chacun. Nous ne considérons pas que c'est par la guerre que nous réglons les problèmes. Les problèmes étaient réglés en débat. C'est par la palabre que nous discutions. En nous inspirant de toute cette culture que nous avions déjà, cette éducation qu'on nous avait donnée, pour pouvoir régler les problèmes qui s'opposaient à notre génération. Et donc le débat était à la base des solutions qu'il fallait trouver. Et nous pratiquions ce qu'on appelle la palabre. Et quel est le but de la palabre? Mais c'est de discuter, c'est de tenir compte des points de vue des uns et des autres. Il faut accepter d'écouter des positions qui sont parfois opposites, des positions controversées. Et dans le cadre d'une communauté, soit au corps de garde, à bas chez les écans, soit dans un banja, soit sous l'arbre à palabre, les hommes débattaient, discutaient, car il fallait aller vers un consensus. C'est important. Nous n'étions pas à la recherche d'une majorité. Nous étions à la recherche d'un consensus. Parce qu'il fallait maintenir l'unité du groupe. Car un groupe qui commence à se diviser en majorité, en minorité, était un groupe qui appelait à se fracturer et à être faible. Et donc, la proie facile d'adversaires. La proie facile de peuples envahisseurs. Donc, pour maintenir l'unité, il fallait qu'on aille vers un consensus. Le consensus, c'est une position qui est acceptée par tous. Alors qu'on est venu parfois avec une position bien différente. Je donne un exemple. Vous prétendez qu'un terrain vous revient à 100%. Et votre contradicteur dit que le même terrain lui revient également à 100%. Mais nous entrons en débat. Nous entrons en palabre. Car il faut essayer de savoir qui dit la vérité. Et s'il apparaît que l'un et l'autre, d'une certaine manière, disent la vérité, eh bien, on peut trouver une solution consensuelle qui amènerait l'un et l'autre à avoir raison à 50%. Donc vous veniez avec 100% de raison et l'autre avait 0%. L'autre aussi venait avec 100% de raison et vous aviez 0%. Vous avez tort. Eh bien, au bout du temps consacré à la palabre, on arrive à ce que chacun se retrouve avec 50%. Chacun a lâché du lest. Chacun a mis de l'eau dans son vin. Et finalement, 50-50, ça arrange tout le monde et on peut repartir à vivre ensemble sans qu'il n'y ait eu une guerre pour s'approprier le terrain et avoir raison à 100% après avoir tué, anéanti l'autre qui revendiquait le même terrain. Donc vous voyez, c'est l'approche que nous, les Africains, nous avions. Car il nous fallait maintenir l'unité du groupe. Il fallait accepter les concessions. Il fallait accepter les compromis. Et parfois, même si ce n'est pas accepté dans les traditions, parfois des compromissions. Mais c'était surtout le compromis et les concessions qui devaient permettre que la palabre, à la fin, soit satisfaisante pour toutes les parties. C'est ainsi que nous étions. Et il fallait le faire avec le temps. Le temps n'était pas un ennemi. On ne courait pas derrière le temps. On utilisait le temps comme un allié objectif. On s'appuyait sur le temps pour trouver des solutions.
Quand on démarre la palabre, au mois de janvier, les positions sont tranchées. Au mois de juillet, quand on conclut la parade, eh bien, chacun a trouvé son compte. Il a fallu près de 6 mois pour arriver au bout d'un conflit. Le temps n'était pas de l'argent. Le temps était un allié sage qui permettait d'éroder les positions, de les polir pour qu'à un moment donné, les deux personnes s'entendent et continuent à vivre ensemble. Et ainsi, l'unité du groupe est maintenue. Il y a là, dans cette démarche, il faut le dire, une gestion qualitative du débat. Car il n'est pas question d'aller voir qui a la majorité de position de son côté. Il est question de voir quelle est la justesse des propos, quelle est la justesse de ce qui est dit. Et là, l'usage des proverbes était très important. Car dans un proverbe, on arrivait à ramasser une vérité dans laquelle tout le monde se retrouvait. Parce que baignant dans la même culture et dans la même civilisation orale. C'est ainsi que nous avons été pendant très longtemps. Grâce à cette civilisation matriarcale qui a privilégié la vie et le débat plutôt que l'assassinat et la guerre. Aujourd'hui, cette civilisation matriarcale où le débat a tout son sens, parce que nous respectons le contradicteur et que la guerre n'est pas le moyen idoine pour avoir raison, aujourd'hui, ces valeurs sont encore dans les rites africains que nous sommes malheureusement en train de décrier, en train de nier, en train de diaboliser. Dans le Melan, chez les Ekans, il y a ces valeurs de justice, de vérité, d'ordre, de paix, de solidarité. Dans le Bwiti des Mitsogo, il y a cette valeur-là également. Dans le Ndjembe des femmes, dans le Mwiri, il y a ces valeurs. Et pourtant, plus nous ne les pratiquons plus, et moins nous en sommes convaincus. Et nous sommes finalement ouverts désormais à d'autres valeurs, celles de l'Occident. Ça nous amène donc au deuxième chapitre, les valeurs occidentales. Je vais là aussi faire une présentation qui pourrait être confirmée par ceux qui ont fait des sciences politiques, ceux qui ont fait la sociologie occidentale. Ils ne parlent pas d'ethnologie occidentale. Quand on parle d'ethnologie, c'est toujours pour les peuplades d'Afrique, pour les tribus arabes ou les tribus indiennes. Toujours ces termes méprisants que nous ne supportons plus et que nous récusons. Quand on parle de sociologie, c'est pour les grandes nations occidentales. Mais quand on parle d'ethnologie, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Amérique du Sud, c'est pour le Moyen-Orient. Nous n'accepterons plus qu'on nous traite ainsi. Nous sommes des hommes et des femmes à part entière, pleins de dignité et de respectabilité, que nous revendiquons. Donc, les sociologues, les historiens, ceux qui ont fait sens politique des valeurs occidentales vont se retrouver dans la conception démocratique, selon les Occidentaux, que je vais maintenant présenter. Les Occidentaux sont différents des Kamites. Et d'ailleurs, on les appelle les Caucasiens, parce qu'ils viennent du Caucase. Le Caucase est une région, tenez-vous bien, de Russie, où, à un instant donné de l'histoire, nous avons eu les premières populations blanches en majorité. Je ne vais pas faire ici un cours de paléontologie en disant que les Noirs qui ont quitté le continent africain, ce sont eux qui ont peuplé l'Europe et le climat européen les a menés simplement à muter, à avoir une peau plus blanche, à avoir des cheveux plus raides, à avoir un nez plus droit, à avoir des lèvres plus minces. C'est simplement une adaptation climatologique qui a fait ces différences que les Occidentaux ont considérées de raciales. La race blanche, la race noire, la race jaune, la race rouge. En réalité, les Caucasiens sont une mutation des mélanodermes. On les appelle aussi les leucodermes. Mais parlons des Caucasiens. Quelles sont leurs valeurs? Les Caucasiens sont attachés à la valeur de liberté. Pourquoi? Parce que cela leur a manqué pendant des millénaires.
Ils pratiquaient l'esclavage. Nous, on ne pratiquait pas. On pratiquait la servitude. Ce n'est pas la même chose. Un serviteur, un servant garde sa dignité d'homme. Un esclave devient une chose, un bien, un meuble, comme l'a défini Colbert dans le Code noir. Donc, ayant manqué de cette liberté pendant très longtemps, ayant subi le joug des empires, puis des royaumes, les Occidentaux sont désormais attachés à ce qui leur a manqué pendant longtemps, la liberté. Ils sont attachés à la liberté. On les appelle les sociétés libérales. Mais cette liberté n'est pas celle du groupe, puisque les groupes les ont beaucoup oppressés. Que ce soit des groupes impériaux, que ce soit des groupes royaux, de royaumes. Ils veulent maintenant une liberté individuelle. L'individu s'est affranchi de la communauté, du groupe, pour désormais maintenant devenir un être humain à part entière qui peut prendre sa distance vis-à-vis de la société, de laquelle il est pourtant issu. Et quand ils sont entrés dans la révolution industrielle, l'individu a commencé à mettre en place un capital. Donc le capital est rapporté à l'individu. Les Occidentaux sont attachés justement à la notion de capital financier, la notion d'argent rapporté à l'individu. Donc a de l'importance aujourd'hui en Occident celui qui a la plus grosse fortune. Ce n'est pas le plus sage qui a de l'importance en Occident. C'est celui qui est le plus riche. Et il y a ce sentiment profond que les Occidentaux ont de penser que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et quand on dit le plus fort, cette force s'exprime par la violence. Dans le passé, c'était par l'épée qu'on s'imposait, qu'on avait raison. L'épée utilisée pendant les guerres, puis ce fut le canon qui a permis à l'Europe de dominer le monde. Et aujourd'hui, cette force s'est muée de façon très subtile maintenant en nombre de voix. Celui qui a raison, ce n'est pas celui qui tue le plus. Celui qui a raison, c'est celui qui va avoir convaincu le plus grand nombre de personnes. Parlons là de voix électorales dans le cadre de la gestion démocratique. Voyez-vous, on reste toujours dans une logique d'affrontement, une logique où un homme doit écraser un autre homme. Avant, c'était par les guerres, maintenant c'est par les voix électorales. Celui qui aura le plus nombre de voix, eh bien, c'est celui qui va imposer sa loi à la minorité. Donc l'individu en Occident transcende le groupe. C'est totalement le contraire en Afrique, où le groupe a son importance et l'individu est dans le groupe, dans la communauté. Et cela change totalement les perspectives. Car si nous étions par exemple des capitalistes, ce sont des capitalistes qui seraient communautaires. C'est-à-dire le capital serait rapporté non pas à un individu, mais à un groupe. Ce n'est pourtant pas la logique qui prévaut en Occident. Le capital est associé à un individu qui est actionnaire. En Occident, il faut aussi le relever, l'argent roi établit le rapport de force. C'est celui qui a le plus d'argent en tant qu'individu, s'étant affranchi du groupe, ayant réussi, qui peut finalement s'imposer en politique dans une grande campagne et ses idées seront acceptées par le plus grand nombre. Il n'est pas dit que le plus grand nombre ait raison. Une opinion qui est partagée par le plus grand nombre n'est pas forcément une opinion qui est juste. Elle est majoritaire, mais elle peut ne pas être juste. Donc on voit que les Occidentaux ont décidé d'avoir une démarche qui est bien différente de la nôtre. Je vous ai présenté les valeurs. Maintenant, comment s'organisent les Occidentaux sur la base de ces valeurs-là? Comme on ne peut plus faire des guerres, et que maintenant il faut procéder de façon démocratique, il faut donc que celui qui va réussir à convaincre le plus grand nombre de personnes, ce soit lui qui dirige le pays. Et on considère que le plus grand nombre de personnes, c'est le peuple. Démos, le peuple, cratie. C'est le peuple qui donne sa voix
en majorité à un individu, à un groupe de personnes, un parti politique, et ce sont eux qui ont maintenant la charge de diriger le pays. Il y a donc une majorité qui s'exprime, qui se retrouve aux affaires, et une minorité qui s'oppose aux idées de la majorité. Voilà le principe fondamental qu'il faut retenir et qui nous distingue des Occidentaux. Lorsque nous recherchons le consensus pour garder l'unité du groupe, les Occidentaux, eux, sont pour une fracture radicale entre, d'une part, l'opposition, qui est en minorité, parce qu'elle n'a pas su séduire le peuple par ses idées, et la majorité qui, elle, est aux affaires, parce qu'elle a réussi, elle, au contraire, à avoir dans son camp la majorité des électeurs. Il faut comprendre cette différence fondamentale. Nous avons donc une culture bien particulière qui ne correspond pas à l'organisation aujourd'hui que nous avons. Nous pratiquions le consensus quand les Occidentaux, eux, sont dans une logique radicale de rupture entre l'opposition qui est minoritaire et qui doit subir la majorité qui est au gouvernement. Que fera cette opposition? Elle va essayer d'être majorité à son tour. Et pour être majorité à son tour, que doit-elle faire? Tenir le discours qui va plaire au plus grand nombre. Et lorsque de minorité de l'opposition, elle passera en majorité pour tenir le gouvernement, pour gérer, elle va déconstruire ce qui a été fait par la majorité précédente. Elle va déconstruire. Comment peut-on avancer lorsqu'on construit et on déconstruit? Lorsqu'on construit et on déconstruit, on n'avance pas. En réalité, on est sur place. On est sur place en réalité, ou bien on avance très peu. Or, dans une démarche consensuelle, dès l'instant où les deux qui étaient en désaccord se sont entendus, ils marchent d'un même pas. C'était l'approche qu'on avait. Donc nous avions une approche de gestion qualitative, quand les Occidentaux ont une gestion quantitative du débat. Une gestion quantitative. Donc si, pardonnez-moi l'expression, elle peut paraître choquante ou blessante, mais ce n'est pas mon intention. Si, sans imbéciles qui partagent la même idée, se retrouvent dans une assemblée et qui sont en face d'eux 5 personnes brillantes, eh bien, c'est l'idée des sans imbéciles qui va prévaloir sur les 5 personnes brillantes qui sont pourtant minoritaires. Et c'est ainsi aujourd'hui que l'Europe est gouvernée par une majorité qui est obtenue parce que des gens ont voté, des gens qui parfois n'ont pas forcément une connaissance précise des enjeux et qui sont souvent d'ailleurs trompés par les élites. C'est cela qu'il faut comprendre. Que l'opinion qui est la plus répandue est celle qui a raison. Et c'est celle qui va donner le pouvoir à ceux qui ont réussi à faire passer cette opinion. Nous voyons donc, à la différence du consensus qui maintient l'unité de la communauté africaine, nous voyons donc comment la société occidentale, à travers l'opposition et la majorité, est fondamentalement et structurellement fracturée. La société occidentale, par sa gestion politique, est fondamentalement fracturée. Et il y a de fortes chances de penser qu'elle ne sera jamais unie, tant qu'elle ne reviendra pas à la démarche consensuelle, pour unir toute la communauté. Nous voyons apparaître ce consensus généralement que face à un adversaire extérieur. C'est quand, semble-t-il, la nation est en danger, en Occident, que tout le monde se met ensemble, on serre les rangs pour affronter l'ennemi dangereux qui vient de l'extérieur. Pourtant, on devrait avoir ce consensus en permanence. D'abord à l'intérieur, un consensus intramural, et quand nous sommes agressés, maintenir ce consensus, cette unité face à l'adversité. C'est ainsi que nous nous comportions avant et que nous avons changé, malheureusement. Je voulais faire ces 2 rappels pour vous dire que nous avions, dans le passé, une civilisation politique
qui nous permettait de régler tous nos conflits dans la paix et dans l'unité. Parce que la communauté était organisée de telle sorte qu'il ne fallait pas laisser s'échapper les énergies. Et que toute énergie avait sa place dans la communauté. Et s'il fallait prendre le temps pour prendre en considération le besoin d'une énergie particulière, le besoin d'une personne, eh bien, on prenait ce temps-là. In fine, il nous fallait maintenir l'unité du groupe, l'unité de la communauté. Ce n'est pas l'approche des Occidentaux qui pendant très longtemps ont estimé que c'est par la guerre qu'on a raison, que c'est par la violence qu'on arrive à ses fins. Et s'il faut utiliser le mensonge, s'il faut utiliser l'assassinat, s'il faut utiliser la ruse, s'il faut utiliser la duperie, eh bien, le plus important, c'est la finalité, c'est-à-dire qu'on a raison. Quand ils se sont, en guillemets, modernisés, et qu'ils ont arrêté les guerres, eh bien, ils ont installé des systèmes démocratiques où c'est le plus grand nombre qui fait la loi face au plus petit. On ne reconnaît donc pas la réalité du plus petit, sauf à accepter la décision du plus grand nombre. Que fait le plus petit? Mais il espère un jour devenir grand pour à nouveau imposer sa loi. Donc nous sommes dans un système tournant où on déconstruit ce qui a été construit. Dans cette perspective-là, je peux vous garantir qu'on aura une nation toujours fracturée et on fera du surplace. Si l'Europe n'avait pas accès gratuitement ou à vil prix à nos différentes matières premières, je peux vous garantir qu'elle n'avancerait pas avec le système dit démocratique qu'elle a mis en place. C'est ma conviction. Sur la base des éléments fondamentaux que j'ai pu analyser et que je viens de vous présenter là. Malheureusement, cette Europe qui n'a pas eu raison s'est néanmoins imposée par la violence en Afrique. D'abord par l'esclavage, ensuite par la colonisation et pour ce qui est de la France, la néocolonisation. Et nous avons donc adapté nos structures de gestion politique à cette réalité occidentale qui nous a été imposée. Au sortir de la colonisation, je dis en guillemets, au sortir, parce que nous sommes toujours dans ce système, nous avons mis de côté nos organisations et nous avons accepté celles venues de France pour ce qui est du Gabon, celles venues de la Grande-Bretagne pour ce qui est des différentes anciennes colonies anglophones d'Afrique. Alors, regardons maintenant comment nous, Africains copistes, pour ne pas dire copieurs de programmes des autres, de structures des autres, regardons comment nous nous comportons. Est-ce que nous nous comportons comme l'on devrait se comporter dans une organisation finalement exogène qui nous a été imposée? Est-ce que nous nous comportons au moins bien et au moins correctement? Je vais donc prendre le cas du Gabon. Et je rentre là dans le 3e chapitre de cette communication politique. Je rentre dans le cas du Gabon. Et je vais m'intéresser non pas au parti au pouvoir, qui fera l'objet de beaucoup de critiques, mais à ceux qui prétendent remplacer le système Bongo PDG pour faire mieux. Sont-ils sincères? Sont-ils sincères, ceux qui disent qu'ils veulent remplacer le système Bongo PDG? C'est la question de fond qui sera posée en août 2023. Et les jeunes Gabonais devront voter en leur âme et conscience. Et je me dois de leur donner les différents éléments dont ils ont besoin pour prendre la bonne décision. Et je vais le faire en toute vérité. Je suis un disciple de Lamarck. Il m'importe de dire les choses en toute vérité. Et si cette vérité ne peut pas être acceptée du peuple pour l'heure, eh bien je me tairai. Mais lorsque je parle, il faut qu'il y ait une correspondance fidèle entre ce que mon cœur ressent, ce que mon esprit pense et ce que ma bouche dit. C'est cela la marque. Le cœur, la pensée et la bouche doivent être toujours en phase et non pas en déphase. Or, malheureusement, beaucoup d'hommes politiques disent des choses qu'ils ne pensent pas parce qu'ils ont besoin d'assouvir une ambition. Et donc, il faut que la jeunesse gabonaise soit avertie et fasse attention lorsqu'elle ira voter.
Et le charismatique, sur la base des expériences qu'il a accumulées, a l'intention de livrer quelques conseils à la jeunesse gabonaise pour qu'elle fasse le bon choix en août 2023. Je veux dire à cette jeunesse gabonaise que dans son pays, il y a aujourd'hui deux oppositions du point de vue de la catégorie. Nous avons une opposition France-africaine dont je vais ici vous décliner les critères et vous pourrez ensuite, sur la base de ces critères, regarder les opposants gabonais et vous pourrez dire que tel opposant respecte tel critère, donc c'est un opposant France-africain. Puis, je m'emploierai également à vous décrire l'opposition radicale avec les différents critères qui vont vous faire correspondre à un opposant radical lorsque vous aurez eu l'occasion de bien analyser et de bien comprendre ces différents critères-là. Parlons d'abord de l'opposition France-africaine. Je ne citerai aucun nom, car le débat n'est pas personnel. C'est un débat intellectuel, c'est un débat de fond. Donc, ce qui nous importe, c'est de ressortir la vérité, ressortir la véracité des propos. C'est ce qui est important. Ce n'est pas les personnes. Qu'est-ce qui motive ces personnes? Quelles sont les valeurs auxquelles ces personnes sont attachées? C'est cela qui m'importe. Ce n'est pas la personne, à un moment donné, qui s'est retrouvée dans ces valeurs, qui font de lui un opposant France-africain. Quels sont les critères que vous devez savoir qui vous permettront de distinguer un opposant France-africain? D'abord, la première chose, c'est qu'un opposant France-africain est un opposant gabonais qui se réclame de l'opposition, mais qui est assujetti psychologiquement déjà à la France. C'est-à-dire qu'il considère que le Gabon appartient à la France. Et dès cet instant, il ne va pas affronter une puissance qu'il estime invincible. Il accepte donc d'être assujetti au pouvoir de la France. Il faut retenir ce critère qui est le plus important. Un opposant gabonais France-africain est un opposant gabonais qui est assujetti au pouvoir de la France, psychologiquement d'abord. Il va refuser de porter la critique à la France, même si il le sait et même s'il en est convaincu. Un opposant gabonais, parce qu'il ne peut pas critiquer la France, ne va jamais critiquer son bras armé, qui est la France-Afrique. Quand je disais la France, j'entendais la France officielle et des réseaux, c'est-à-dire l'élite dirigeante française qui a été élue par le peuple français, mais qui souvent met en œuvre une politique en Afrique qui n'est jamais communiquée, qui n'est jamais expliquée aux Français. C'est cela, quand je parle de la France, de manière, c'est vrai, un peu trop générale. Mais je veux bien me faire comprendre. Je ne suis pas en train de fustiger tout un peuple, toute une nation. Je critique l'élite dirigeante française, précisément de la Ve République, qui entretient la France-Afrique. Et lorsqu'un opposant gabonais, qui est conscient de cette réalité-là, refuse de la montrer du doigt, alors cette lâcheté traduit son impuissance face à la France. Et donc, il préfère en devenir le larbin, le valet, le laquais. Voilà ce qu'il préfère devenir, plutôt que d'affronter le problème à la racine. Un opposant France-africain, gabonais, ne va jamais critiquer la présence de la base militaire du camp de Gaulle du 6e Bima. Si vous n'entendez pas dans la bouche d'un opposant cette critique qui est formulée d'une base militaire étrangère sur un sol qui est prétendu souverain, si vous n'entendez pas cette critique-là de la bouche d'un opposant, vous savez que cet opposant est France-africain. C'est un critère. Un opposant gabonais qui est France-africain
ne va jamais critiquer la présence d'une base militaire étrangère française sur son sol. Il ne critiquera jamais. Deuxième critère, un opposant gabonais qui ne va jamais contester l'usage du franc CFA, une monnaie binaire, néocoloniale, d'inspiration nazie, qui a été mise en place par De Gaulle en 1945 pour exploiter les colonies, les néocolonies que nous sommes devenus après les indépendances. Eh bien, un opposant gabonais qui ne critique pas cela, il est France-africain. Il est France-africain, puisqu'il accepte cet outil de domination économique et financier et monétaire que la France a sur nous et sur nos économies qu'elle contrôle, à son avantage. Donc vous souffrez, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un pouvoir d'achat conséquent. La monnaie du franc CFA, aujourd'hui, 62 ans qu'on l'utilise, fait du Gabon un des pays quand même les plus pauvres. Et malgré ça, un opposant qui veut changer les choses au Gabon décide de ne pas critiquer l'usage de la monnaie néocoloniale nazie qu'est le franc CFA. J'ai fait une vidéo sur le franc CFA qui est accessible sur la plateforme New Power Official. Vous pouvez aller la suivre, où je décrypte sur le plan historique comment cette monnaie a été mise en place par De Gaulle en s'inspirant de ce que Hitler a fait dans toute l'Europe et comment cette monnaie a été pensée dans l'avantage exclusif de la puissance française. Au même titre que le Reichskreditkassen, qui était cette monnaie que les Allemands ont utilisée en Europe conquise pour exploiter les richesses de toute l'Europe qui devait être germanique. Donc quand un Africain qui a fait économie, qui connaît l'histoire de la monnaie du franc CFA et qui veut prendre le pouvoir, se déclare opposant et n'a pas le courage de critiquer le franc CFA, eh bien cet opposant-là est un opposant France-africain qui maintiendra le franc CFA et qui maintiendra la pauvreté du Gabon. Troisième critère, un opposant France-africain gabonais est un opposant qui est pour la francophonie. Il ne dira jamais rien sur les langues de notre pays. Il n'aura pas un programme pour voir dans quelle mesure nos langues peuvent se développer, nos traditions peuvent continuer. Il sera un bon disciple de la francophonie, devant faire le rayonnement de la langue française, devant participer au prestige de la civilisation française. Il va considérer que la langue française est une langue qui nous relie et que c'est un outil avec lequel nous devons évoluer. Et donc, on ne peut pas faire parler à tous les Gabonais toutes les langues de ce pays. Il y a une langue qui s'est imposée, prenons-la telle qu'elle, et puis avançons avec. Donc, une défaite, une démission culturelle. Cet opposant France-africain ne va pas vouloir mettre en valeur les traditions. Il va se dire que la France est une bonne référence. Nous n'avons qu'à imiter, nous n'avons qu'à essayer de nous rapprocher le plus de la culture française. Un opposant gabonais France-africain ne critiquera pas la francophonie. La dette. Beaucoup d'opposants gabonais aujourd'hui, certains ont été aux affaires. Ils ont participé à alourdir la dette de notre pays. Ils se sont enrichis indûment, car l'argent qui avait été prêté par les bailleurs de fonds occidentaux ou africains, cet argent a été détourné. Et beaucoup de ces opposants, qui peuvent se permettre le luxe d'entretenir un parti en étant dans l'opposition, se sont enrichis et ont creusé la dette de notre pays. Ils ne critiqueront jamais la dette. Ils vont dire qu'ils vont la rembourser. Même si cette dette n'a pas servi à construire notre pays, à bâtir le développement. Non, cette dette est de l'argent qui a été détourné et qui est parfois venu atterrir dans la poche de certains opposants aujourd'hui qui sont France-africains. Ces opposants gabonais qui veulent prendre le pouvoir au Gabon
et qui ont refusé de critiquer la France officielle et les réseaux, qui est pourtant en réalité le véritable mal de notre pays. Car c'est elle qui décide de tout à notre place, comme du temps de la colonisation. Sauf que maintenant, on a remplacé le gouverneur blanc par un président noir, tout simplement. Et nous sommes reconnus comme État souverain à l'ONU. Voilà la seule différence. Autrement, pour ce qui est des questions très pratiques et très concrètes, c'est la France qui décide. Et ces opposants qui veulent prendre le pouvoir le savent. Mais combien d'opposants vont dénoncer le soutien de la dictature d'Ali Bongo, et avant lui de son père, et avant de Léon Ba, combien vont dénoncer ce soutien que la France a vis-à-vis de ces dictatures-là? Combien? Si un opposant gabonais qui veut prendre le pouvoir ne remet pas en cause le soutien de la dictature du système Bongo PDG actuel et avant du système Léon Ba BDG, si un opposant gabonais ne critique pas cela, ce soutien de la France aux dictatures, c'est un opposant france-africain. C'est un opposant france-africain. Voilà les critères fondamentaux que vous devez retenir dans le discours déjà qu'ils tiendront. Dans l'analyse du discours, vous saurez que là, cet opposant, il ne dit rien sur la présence d'une base militaire sur un stôle qui est censé être souverain. Ils ne disent rien sur l'usage du franc CFA. Ils ne disent rien sur la francophonie qui nous aliène culturellement. Ils ne disent rien sur la dette qu'ils ont parfois eu l'occasion de détourner quand ils étaient aux affaires. Ils ne disent rien sur le fait que la France soutient la dictature qu'il combat pourtant. Ils ne disent rien dessus. Mais alors, s'ils ne disent rien sur le véritable mal, et qui veut être président, c'est pour faire quoi à la tête du Gabon? Voici une question importante. Le vrai problème que notre pays a, si on n'arrive pas à avoir une gestion politique efficace dont les richesses du Gabon profitent aux Gabonais, le vrai problème vient de la France, qui perpétue la colonisation en décidant toujours de quelle est la personne qui doit être à la tête du pays pour pouvoir ainsi mieux dominer notre politique qui, comme vous le savez, est centralisée autour de la personne du président de la République qui a tous les pouvoirs. Donc, dès l'instant où la France contrôle ce président-là, eh bien, elle contrôle tout le pays. Alors, un opposant qui veut être à la tête de notre nation et qui ne critique pas le véritable mal, mais comment comprendre alors le but qui s'est donné, si ce n'est pas simplement de devenir la marionnette qu'il est en train de critiquer aujourd'hui, puisqu'il ne prend pas le courage de critiquer le marionnettiste devant lequel il s'est déjà complètement couché. Je décrypte le discours des opposants et je vous livre maintenant des conclusions qui apparaissent comme des critères pour les distinguer. Je poursuis sur les éléments qui vont faire connaître la réalité d'un opposant gabonais, s'il est France-africain. La plupart de ces opposants ont parfois été aux affaires, à des postes importants. Or, nous savons tous comment la France, pour avoir le contrôle total des structures étatiques de nos pays, embrigade cette élite-là africaine, en les faisant appartenir à des obédiences ésotériques, des obédiences d'aliénation et de soumission. Dans ces obédiences, on maîtrise mentalement l'opposant. Et dès cet instant, on n'a plus besoin de lui mettre un fusil sur la tempe, puisqu'à l'intérieur déjà, il est maîtrisé, à travers la Rose-Croix, à travers la franc-maçonnerie. Un opposant france-africain est franc-maçon. Observez les différents opposants qui veulent prendre le pouvoir, qui sont en train de se déclarer. S'ils sont francs-maçons, c'est-à-dire que s'ils ont déjà décidé qu'ils vont prêter serment après leur élection pour les intérêts de la franc-maçonnerie française, eh bien, ces opposants sont France-africains. Ils veulent être la marionnette. Ils acceptent le marionnettiste. Ce qu'ils veulent, c'est dégager l'actuelle marionnette qui ne fait plus l'affaire. Mais ils ne changeront pas forcément le sort de notre pays, fondamentalement. Oui, sur des aspects qui seront secondaires, ils pourront donner quelques résultats. Mais sur le fond, ils ne vont pas véritablement changer grand-chose parce que ça voudrait dire qu'ils s'attaquent
aux marionnettistes. Or, ils n'ont jamais eu un discours anti-France-africain, anti-marionnettiste. Donc, un opposant France-africain est franc-maçon. C'est-à-dire qu'il est le disciple, l'apprenti des maîtres maçons français qui l'ont initié. Regardez autour de vous. Je ne citerai aucun nom, mais je demande aux jeunes Gabonais de regarder autour d'eux. Qui sont les opposants qui sont francs-maçons? S'ils sont francs-maçons, dites-vous qu'ils sont déjà France-africains. S'ils sont France-africains, dites-vous qu'ils sont assujettis à la France et qu'ils ne vont pas briser tous les instruments de domination que la France a installés au Gabon pour continuer à piller nos richesses et à nous laisser dans la pauvreté. Donc un opposant qui veut prendre le pouvoir, s'il est France-africain, il ne changera pas ça. Sachez-le. Un autre critère, un opposant France-africain est un opposant qui ne fait pas la prison, ou n'a pas fait la prison, ou ne fait plus la prison. Je ne dis pas que tous ceux qui sont prisonniers sont forcément des opposants radicaux, non. Je dis que lorsque vous êtes un France-africain et que vous êtes opposant, vous ne ferez pas la prison. Pourquoi? Parce que la France vous considère comme un pion, comme un élément de réserve qui pourrait être utile. Donc on vous laisse dans le jeu politique pour que vous affrontiez la marionnette, pour que vous puissiez être vous-même candidat à être marionnette. Et dans ce cas, la prison n'est pas le lieu où vous devez être, puisque tôt ou tard, la France peut décider de faire de vous, pion, la marionnette, lorsqu'il aura décidé de faire tomber celle qui ne fait plus l'affaire. Donc beaucoup d'opposants gabonais sont des pions, parce qu'ils ont accepté la domination française. Ils ont accepté d'être des opposants France-africains. Ce sont donc des pions qui attendent que la France, à un moment donné, pousse ce pion pour que le simple pion, il devienne roi du Gabon. Mais toujours sous la tutelle de la France. Un opposant France-africain, gabonais, est un opposant qui veut en réalité assouvir une ambition personnelle, égoïste, avec un prétendu discours patriotique, avec un prétendu discours qui laisse entendre que seul l'intérêt public lui importe. Seul le bonheur des Gabonais lui importe. Certains disaient qu'il ne sera heureux que lorsque tous les Gabonais seront heureux. C'est une phrase, mais elle est belle cette phrase. Un homme qui décide d'être heureux que quand 2 millions de Gabonais sont heureux, mais c'est une très belle phrase. Mais 14 ans ont suffi pour montrer que c'était une phrase en l'air, du pipeau. Donc un discours juste pour assouvir une ambition égoïste, personnelle, qui finalement a desservi toute la nation. Donc méfiez-vous de ces beaux discours. Allez au fond. Ce qui importe à ces opposants france-africains, qui pourraient tenir des discours similaires, c'est simplement d'arriver à des fonctions importantes, de s'enrichir grâce à la corruption, et de pouvoir finalement mener grand train leur vie. Peu importe si leur pays continue à être sous la coupe de la France, qui n'arrête pas de piller nos richesses chaque jour. Un opposant France-africain, et je vais terminer là, sur les critères qui vous permettent de déterminer ce qu'est un opposant France-africain. Un opposant France-africain gabonais va toujours chercher l'adoubement de l'Élysée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il va, avant de se lancer à la conquête du pouvoir, aller vers la France, puisqu'il considère que c'est la France qui détient en réalité la souveraineté de notre pays et qui ne veut pas combattre la France. Donc il va aller chercher le soutien de la France. On appelle ça l'adoubement. La France va dire, dans son impérator, dans son imprimature, elle va lui dire, bon, allez, c'est toi que j'ai choisi et tu vas donc devenir le prochain président du Gabon. Ce qui s'est passé en 2009, à la mort du président Omar Bongo, Ali Bongo a été adoubé. Et Baobam l'a su. Ça s'est passé dans les coulisses. Et on a fait une élection présidentielle de formalité. En réalité, les dés étaient pipés. C'est Ali Bongo qui devait succéder à son père. Il a été adoubé. Lui, il appartient au pouvoir. Donc ça semble normal. Mais les opposants
qui veulent le remplacer et qui ne mettent pas le doigt sur cette question fondamentale sont des opposants france-africains qui ne feront pas de différence dans la gestion, sauf sur des aspects relativement secondaires. Donc pour ces opposants qui ne veulent pas affronter le vrai mal qu'est la France-Afrique ou la France officielle des réseaux, pour ces opposants, le peuple gabonais n'est que le prétexte électoral qu'ils vont pouvoir brandir pour justifier un poids politique dans la nation. C'est tout. Il faut, pour ces opposants france-africains, montrer à la France qu'on existe et qu'on pèse. Vous voyez, je pèse 20%, je pèse 30%, je pèse 40%. J'ai donc droit à ma place à la mangeoire. J'ai droit à une place à la mangeoire. Je ne viens pas pour dégager la base militaire française. Je ne viens pas pour mettre en place une monnaie locale qui va permettre d'assurer une économie où l'industrie aura tout son sens pour satisfaire les besoins du Gabon. Je ne viens pas pour faire en sorte que la culture gabonaise rayonne véritablement. Non, je vais accepter l'homosexualité, je vais accepter le féminisme stupide qui n'a aucune forme de légitimité dans une civilisation qui est fondamentalement matriarcale, mais je vais accepter ça. Je vais accepter de rembourser une dette qui n'a pourtant rien produit comme le développement au Gabon. Je vais accepter que la France me soutienne. Si désormais, n'étant plus en phase avec le peuple, car je n'ai pas été élu, je commence à détourner l'argent, le peuple souffre, et il va dans la rue, eh bien je ferai sortir les militaires et j'aurai l'aide de la France pour mater toute rébellion. Voilà ce qu'il va faire. Ce qu'a fait Léon Mba, c'est ce qu'a fait Omar Bongo, c'est ce que fait Ali Bongo, c'est ce que fera le prochain opposant france-africain qui prendra le pouvoir. Il ne sortira pas de ce cap fondamental tant qu'il n'a pas voulu régler la question de fond, qui est celle de remettre en cause le paradigme actuel, c'est-à-dire le paradigme france-africain qui tient le pays dans la prédation de ses richesses et dans la spoliation de ses populations. Je vais donc dire aux jeunes Gabonais qui m'écoutent que quand vous iriez voter, souvenez-vous de tous les critères que je vous ai énoncés là. Ne soyez plus naïfs, ne soyez plus dupes, ne vous laissez plus manipuler. Souvenez-vous de ces critères. Resuivez cette vidéo-là. Resuivez-la. Et quand vous allez écouter le discours des différents opposants france-africains qui seront candidats en août 2023, vous vous direz, ah, cet opposant-là, apparemment tel point, tel point, tel point, tel point important, il ne relève pas ça. Donc c'est un opposant france-africain. Si l'opposant france-africain, il n'apportera pas la solution à notre problème. Et s'il n'apporte pas de solution, ce n'est pas la peine de voter pour lui. Il sera lui-même un problème s'il prend le pouvoir avec votre volonté, parce que vous avez été naïf. On a su vous tromper. N'acceptez plus qu'on vous trompe. Écoutez les conseils du charismatique. Car j'ai pris le soin de décrypter ces aspects-là, froidement, objectivement, et de vous les présenter. Vous ne pouvez pas dire que le charismatique ne nous a pas édifiés sur ces questions, qui sont tabous. Vous n'entendrez pas d'intellectuels gabonais, vous n'entendrez pas d'hommes politiques gabonais, vous n'entendrez pas d'activistes aller aussi loin que je fais en ce moment. Quand je critique mes compatriotes, sans les nommer, mais ces critères que je vous ai définis là, vous permettront de savoir qui est opposant france-africain, qui sera candidat à l'élection présidentielle d'août 2023, et qui est celui qui, s'y prend le pouvoir en étant opposant france-africain, ne va rien changer à la condition de notre pays, le Gabon. Parce qu'il ne se sera pas attaqué au véritable mal. Il s'en sera accommodé juste pour pouvoir accéder à la tête du pays. Donc, rejetez les opposants france-africains. Ne votez pas pour eux. Ils n'apporteront aucune solution. Ce sont des valets, ce sont des laquais, ce sont des gouverneurs de la France, des sous-préfets. Ne votez pas pour eux. Soyez vigilants. En 2023, soyez vigilants. Nous sommes maintenant dans une nouvelle ère, le 3e millénaire. Ne reprenons plus, ne refaisons plus inlassablement les erreurs du passé. Et là, je m'adresse à la jeunesse. Car moi, j'ai l'âge de l'expérience pour vous parler de ces choses. À votre âge, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'expliquer avec autant de détails ce que je suis en train de faire pour vous là, maintenant. Donc écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Et allez vérifier si je mens. Je n'ai cité aucun nom, donc je ne peux pas faire l'objet d'une diffamation. D'une attaque en justice en diffamation. Aucun nom n'est cité.
Mais les critères que je vous ai donnés, l'analyse du discours de l'opposant france-africain, vous pourrez maintenant les saisir quand vous entendrez, lors des causeries ou lors des meetings, les différents opposants qui viendront vous dire qu'ils veulent prendre la place d'Ali Bongo Ondimba. Ne soyez plus naïfs, ne vous laissez plus avoir. Si vous devez rejeter les opposants france-africains, alors intéressez-vous maintenant à ce qu'on appelle l'opposition radicale. Qu'est-ce que ça veut dire, opposition radicale? Le terme radical est injuste. Ça donne l'impression d'être un extrême, un extrémiste. Alors qu'en réalité, un opposant radical est simplement ferme sur les convictions. Si un opposant radical a l'intention de voir son pays changer par conviction, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter la mainmise de la France-Afrique sur notre pays. Il ne peut pas l'accepter. Parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de son pays. Je vais me permettre ici de citer les noms des opposants radicaux. Je vous laisserai le soin de découvrir qui sont les opposants france-africains. Un opposant radical est un ennemi de la France-Afrique. Il rejette violemment la France-Afrique. Il la combat de tout son être, de toute son âme. Parce qu'il sait que la France-Afrique est la source du mal profond de notre pays. Il le sait. Il ne fait pas que le savoir. Il le dit. Et il pose des actes qui montrent qu'il veut régler le problème de fond de notre pays, le Gabon. Mais pour poser cet acte, il faut avoir du courage. Car en posant cet acte, on s'expose à toute forme de riposte. On s'expose à perdre, par exemple, ses avantages financiers. Moi, je suis fonctionnaire de la République. Et tenez-vous bien, je travaille dans une agence qui est rattachée à la présidence de la République du Gabon. Je ne travaille pas pour les Bongos. Je travaille pour mon pays. Je suis fonctionnaire rattaché à la présidence de la République du Gabon. Pourtant, je tiens un discours que beaucoup peuvent ne pas apprécier. C'est pourtant un discours de vérité. Ils peuvent décider de me couper le salaire. Je ne compte pas sur l'aide des Gabonais pour ensuite venir m'aider à faire vivre ma famille. Donc je prends un risque énorme quand je dénonce justement la France-Afrique, qui a des moyens de me réduire au silence. Ceux qui sont, par exemple, dans l'occupation de certaines fonctions importantes et qui ont pris conscience du rôle que joue la France-Afrique et qui ne sont pas d'accord, s'ils essaient de s'exprimer, ils vont perdre leurs avantages et leurs privilèges. Ils ont peur pour leur train de vie. Donc ils se tairont. Ils vont laisser la France piller notre pays du moment que eux arrivent au moins, avec les petits privilèges qu'ils ont, à vivre correctement, à épargner à leur famille les affres dont souffre la population qui est défavorisée et qui vit dans les quartiers sous-intégrés. Donc, un opposant radical est caractérisé par le courage de dire les choses qu'il sait et de vouloir le changement véritable de notre pays. Si c'est cela, la radicalité, nous l'acceptons. Mais nous pensons plutôt que c'est de la fermeté. Nous sommes fermes sur les convictions. Nous n'acceptons pas que dans notre pays, des personnes étrangères gèrent notre pays contre notre intérêt. Nous n'acceptons pas. Et ce n'est pas radical que de le dire. Quand dans tous les pays, eh bien, vous avez cette position-là. Les Français n'accepteraient pas que les Allemands viennent gérer la France. Et d'ailleurs, ils sont battus en 40-45. Pourquoi? Si ce n'était pas pour refuser aux Allemands de gérer la terre de France. En quoi alors nous sommes différents? Lorsque nous sommes des opposants, nous sommes des opposants fermes, pas des opposants radicaux. Mais c'est le terme qui nous est consacré, je l'utilise pour me faire comprendre dans le cadre de ce live. Mais si j'avais à donner un autre qualificatif à cette opposition, je dirais que c'est une opposition ferme, une opposition patriotique, une opposition souverainiste, une opposition anti-France-africaine. Voilà les termes que j'utiliserai. Et pas une opposition radicale, pour faire croire qu'on est des fondamentalistes, qu'on est des djihadistes, qu'on est des
les radicaux extrémistes. Donc souvent, on essaye de vouloir diaboliser une opposition qui pourtant, de mon point de vue, tient la vérité entre les mains. Il faut maintenant que cette vérité soit partagée par l'ensemble des populations gabonaises afin que ces dernières prennent conscience que c'est par cette voie, disons-le, de radicalité que nous allons pouvoir changer notre pays. Et pas par la voie de compromission, de modération france-africaine qui n'a rien apporté depuis maintenant 62 ans. Un opposant radical qui affronte la France le fait pour arracher la souveraineté que la France-Afrique détient entre ses mains. Mais affronter la France-Afrique n'est pas chose facile. C'est un monstre qui s'est installé pendant près de 62 ans et qui a une puissance de nuisance extraordinaire. Il ne peut pas simplement vous couper le salaire, ou bien faire baisser vos privilèges, ou bien interrompre votre carrière. Il peut aussi vous assassiner. Je peux faire l'objet d'un assassinat. Oui, un opposant radical a le courage de ses idées, il les exprime, il ne se cache pas, il accepte éventuellement de mourir pour son pays. Il accepte. De toute façon, il faudra bien qu'on meure tous un jour, autant que notre vie ait été utile à la nation. S'il faut mourir, autant mourir et laisser une marque qui servira de référence, qui inspirera les autres générations. Mais nous disons à la France-Afrique, et particulièrement aux Français, qui ont toujours utilisé cette méthode pour avoir raison, cette méthode de tuer, nous leur disons que l'ancienne génération a accepté de courber les chines, a accepté les assassinats de leurs leaders, des assassinats qui ont retardé leur pays, parce que les leaders de qualité n'ont pas pu les diriger. Nous disons à la France aujourd'hui, qui souvent donne l'ordre du meurtre, donne l'ordre de l'assassinat, nous disons à la France, que désormais, une vie vaut une vie. Une vie française vaut une vie gabonaise. Une vie française vaut une vie africaine. Lorsque la France a tué Ruben Oumniobé, il n'y a eu aucune représailles. Et lorsque récemment elle a tué Idriss Déby, il n'y a eu également aucune représailles. Pourquoi? Mais parce qu'elle se cache souvent derrière les Africains. Pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi on ne l'expose pas? De la sorte, les Africains vont croire que c'était un assassinat qui a été perpétré par des frères africains qui ont tué un frère qui commençait à les déranger. Nous savons aujourd'hui que le bras armé n'est pas l'esprit qui a commandité. Nous savons qu'aujourd'hui, si Assimi Goïta fait l'objet d'un coup d'État ou bien d'un assassinat, c'est la France qui est derrière. Nous le savons. Nous savons aujourd'hui que si Nathalie Yamb fait l'objet d'une tentative d'assassinat, mais c'est la France qui est derrière. Or, regardez tout le travail important qu'Assimi Goïta est en train de réaliser pour son pays, le Mali. Il est en train d'en faire peut-être la première nation francophone d'Afrique qui sera réellement indépendante. Donc, les Maliens pourront bénéficier de toutes les richesses de leur pays, comme du temps de Kankou Moussa ou de Soundiata Keita. Et donc, si maintenant vous tuez Assimi Goïta, vous remettez le Mali dans la pauvreté, avec à la tête un opposant france-africain qui va devenir président de la République et qui va aller s'agenouiller, qui va aller s'aplatir devant les Français, de sorte que le Mali, ses richesses seront à nouveau exploitées par la France, au bénéfice des Français. Et les Maliens vont encore continuer à croupir dans la misère. Donc quand vous tuez Assimi Goïta, c'est que vous condamnez le Mali à nouveau à la pauvreté. Mais si la France essaie encore de tuer un leader qui veut faire le bonheur de l'Afrique, nous allons nous en prendre aux Français qui vivent en Afrique. C'est le message de l'opposition dite radicale. Vous tuez encore un Africain qui veut le bonheur du continent africain, nous allons nous en prendre aux vies françaises qui vivent en Afrique. Ce message passera mieux que des prises à partie des intérêts français. Vous brûlez une station pétro, vous brûlez un magasin au champ. Oui, c'est des magasins, c'est des choses qui matériellement sont reconstruites. On peut les reconstruire. Mais vous tuez Ruben Oumniobé, vous tuez Thomas Sankara, vous tuez Nathalie Yamb. Vous pensez que ces personnes vont encore venir nous apporter ce travail salvateur dont l'Afrique a besoin? Non, ils sont partis pour de bon, pour le grand bonheur de la France, qui a ainsi éliminé
des opposants radicaux ou des personnes qui n'acceptent pas la mainmise de la France-Afrique dans nos pays. Donc, un coup pour un coup, dent pour dent, œil pour œil, loi du talion. Faisons ça une seule fois. Je peux vous garantir que la France va arrêter d'assassiner les opposants france-africains. Elle arrêtera. Parce qu'elle va maintenant mettre en danger chaque vie française en Afrique. Si un jour, la France tue encore un opposant radical qui est contre la France-Afrique, parce qu'elle veut continuer sa prédation dans le territoire africain, si un jour elle tue encore et qu'il y a une représaille où des Français sont pris à partie et sont aussi assassinés, mais les Français qui sont morts là, ça fera une publicité. On en parlera dans les réseaux sociaux, on en parlera dans les différents journaux français. On demandera à Emmanuel Macron d'expliquer pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à des Français suite à l'assassinat d'un leader politique africain, anti-France africain. On lui posera la question. Il faudra qu'il explique ça aux Français. Cette question ne lui a jamais été posée. Voilà pourquoi, de manière impunément, ils ont toujours décidé d'assassiner les Africains parce qu'ils savaient qu'on n'allait pas réagir. Et bien, ce temps-là est révolu. Si c'est une posture radicale, eh bien, elle est tout aussi radicale que le fait qu'on décide d'assassiner un opposant, alors qu'on devait pouvoir discuter avec les esprits qui sont suffisamment renseignés sur les enjeux pour trouver des solutions idoines devant satisfaire les deux parties. Bongono Si est un opposant radical qui a perdu sa liberté. Pour que nous puissions aujourd'hui, au Gabon, critiquer le système actuel. Souvenez-vous qu'en 1981, 82, 83, à l'époque du parti unique, il était impossible de critiquer le régime Bongo PDG. Impossible. On le faisait en cachette dans les chaumières, ayant peur d'être dénoncé et de se retrouver au B2 ou à la prison centrale. À l'époque, critiquer le régime Bongo PDG était un crime, passible de prison ou même d'assassinat. Les hommes se sont levés, ont perdu leur liberté pour qu'aujourd'hui nous puissions, nous, parler sans être inquiétés. Et encore, il y a des jeunes activistes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont dénoncé. Donc nous devons poursuivre le combat. Nous ne devons pas mépriser ceux qui ont perdu leur liberté pour que certaines valeurs fondamentales, un jour, existent dans notre pays et soient acceptées par tous. Luc Bongono Si n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. S'il avait accepté de jouer le jeu de la France-Afrique, il serait entré dans les gouvernements, il se serait enrichi, et aujourd'hui peut-être qu'il soutiendrait le régime. Je ne citerai pas ceux qui ont fait ce chemin. Vous les connaissez. Qui étaient un coup dans l'opposition, et puis qui sont rentrés dans le pouvoir. Lorsqu'ils ont commencé à perdre les avantages du pouvoir, ils sont revenus dans l'opposition. Je ne donnerai pas un seul de leurs noms. Vous les connaissez. Moi, je parle de Bongono Si, que vous connaissez. Et qui n'a pas eu la carrière qu'il avait eue. C'est un homme brillant. Allez regarder son parcours. Il était major lors des concours qu'il a passés. Des majors lors des concours qu'il a passés. Il est inspecteur des finances. C'est un homme instruit. Un homme qui a de la constance. Un homme qui a des valeurs fondamentales. Et les Gabonais ne l'ont pas écouté. C'est pourtant lui qui a eu raison. Il a perdu sa liberté pour les Gabonais. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'il a défendu des positions avec constance. Et on aurait même pu le faire mourir. C'est juste ce qu'il a pu avoir comme chance. Chance que n'a pas eu Germain Banguema. Même Bongono Si a eu la chance de vivre jusqu'à aujourd'hui. Les Gabonais devraient beaucoup plus souvent écouter Bongono Si que tous les autres opposants là qui viennent vous vendre du vent. Bongono Si n'est pas à la recherche d'une ambition pouvoiriste. Son but, ce n'est pas de devenir le prochain président du Gabon pour s'enrichir, non. Son but, c'est que s'il est un jour président du Gabon, eh bien, il va exploiter les richesses du pays pour que tous les Gabonais vivent bien. Et c'est possible. Kadhafi l'a fait en Libye, avec seulement le pétrole. Nous, au Gabon, nous avons le pétrole, nous avons le manganèse, nous avons l'uranium, nous avons le lithium, nous avions le coltan, nous avions les terres rares, nous avions la bauxite, nous avions le cuivre, nous avions le fer, nous avions le bois. Et nous avons un paysage qui peut nous enrichir si nous développons une politique écotouristique ou une politique
de tourisme d'affaires, grâce aux beaux paysages que nous avons. Sans compter le carbone. Le carbone, il est plus de carbone que le Gabon a, parce que nous appartenons au premier poumon ou au deuxième poumon forestier de la Terre. Voyez-vous, un pays aussi riche, mais nous pouvons faire mieux que la Libye, nous pouvons faire mieux que la Norvège, qui est classée numéro 1 de l'indice de développement humain, avec 6 000 $ par tête d'habitant. Alors que nous, au Gabon, théoriquement, nous avons 7 332 $ par tête d'habitant. C'est-à-dire que chaque Gabonais doit pouvoir avoir par mois 3 350 000 francs CFA. Théoriquement, quand vous prenez la richesse du Gabon, toute cette richesse que je vous ai présentée là, qui est exploitée, vous la divisez par le nombre d'habitants, vous avez ce résultat-là, par tête d'habitant. Nous sommes en réalité le pays le plus riche de la Terre. Mais tant que des France-Africains seront aux affaires, je puis vous garantir que nous n'allons jamais réussir à exploiter ces richesses-là pour le compte des Gabonais. Sachez-le. Il faut donc dégager un pouvoir France-africain en 2023, mais il faut aussi dégager, écarter les opposants France-africains qui veulent remplacer une marionnette France-africaine à la tête du pays. Donc, si vous avez un homme à retenir qui correspond parfaitement aux critères de valeur politique louable, aux critères de courage, aux critères de constance et aux critères de non-ambition pouvoiriste, si vous avez un nom, vous pouvez mettre, c'est celui de Luc Bongonossi. C'est lui qui est un opposant ferme, un opposant souverainiste, un opposant anti-France-africain. C'est lui. C'est lui qui mériterait d'être le président du Gabon pour changer notre pays. C'est lui et pas les autres. Les autres n'auront jamais son courage. Ils n'ont jamais sa constance. Moi, je suis aux côtés de Luc Bongonossi. J'apprends aux côtés du maître. Voilà comment vous pouvez reconnaître un opposant radical. Et si Bongonossi prend le pouvoir demain au Gabon, le Gabon ne tombera pas. Nous avons trop de richesses pour que le Gabon tombe. Nous pourrons donc véritablement établir un partenariat gagnant-gagnant avec toute entité étatique qui considérera qu'elle doit nous traiter en égalité. Nous n'acceptons plus les entités étatiques qui nous considèrent toujours comme des petits colonisés, qui considèrent qu'au Gabon, ils font ce qu'ils veulent. Non. Nous allons exiger le respect. Il faut un homme qui a du courage pour le faire, pas quelqu'un qui s'aplatit. Je vous ai donc donné là les critères pour que vous reconnaissiez les France-Africains opposants. Je n'ai donné aucun nom. Allez voir les discours, allez voir les parcours et vous saurez qui est un opposant France-africain. Et je me suis autorisé à vous donner le nom d'un opposant radical qui vit encore. J'ai aussi donné celui de Germain Ba qui a été assassiné. Cette vidéo, il faudra la suivre souvent pour qu'on ne puisse pas vous tromper lorsqu'il faudra aller aux élections d'août 2023 l'année prochaine. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous m'avez suivi, vous avez été nombreux. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Je vais terminer en vous disant que mes cheveux poussent et je suis toujours en détresse. De très belles tresses. Voilà. Je le fais pour avoir de plus en plus de soldats. Les militaires mettent des tenues avec des écussons pour se distinguer. Nous, on n'a pas besoin de tenue particulière. Notre tête nous suffit. Vous vous tressez, comme moi, pas autrement, comme moi. Vous vous tressez. Si vous êtes jeune, je comprends que ceux qui sont âgés comme moi, c'est-à-dire plus de 50 ans, 55 ans, il y en a même qui ont la calvitie à 30 ans, ceux qui sont déjà chauves, bon, si vous avez la barbe, tressez la barbe. C'est un signe de reconnaissance. Mais en réalité, cette mode capillaire des cheveux tressés s'adresse surtout aux jeunes, car ce sont eux qui sont l'avenir du Gabon. Ce sont eux qui sont parmi les plus nombreux à vouloir voir ce pays changer, car ils n'ont encore rien. Ils aimeraient vivre dans un pays qui change. Donc ils sont les acteurs du développement. Donc à ces jeunes-là, je dis, si vous voulez que votre pays soit souverain, si vous voulez que nous luttions contre la France-Afrique, qui nous empêche de bénéficier des richesses du Gabon, si vous voulez assister à cela,
Si vous voulez être du combat, tressez-vous. Quand je verrai un jeune qui se tresse les cheveux, je comprendrai qu'il a saisi, qu'il a appréhendé mon discours et qu'il accepte alors maintenant de mener la lutte pour que notre Gabon soit réellement indépendant et que nous puissions bénéficier des richesses que Dieu nous a données et qui ne doivent pas appartenir à la France ou à un tout autre pays. Donc tressez-vous les cheveux. Soyons nombreux à nous tresser les cheveux. Ce sont les cheveux qui sont les cheveux tressés qui annoncent que nous allons mener une lutte anti-France africaine comme ça n'a jamais été fait au Gabon. Regardez Assimi Goïta, en l'espace de 3 mois, il a mis dehors un ambassadeur français. Demandez un peu à ces présidents france-africains s'ils sont capables de le faire. Il a mis dehors un ambassadeur français. Il a suspendu RFI, France 24, qui sont des chaînes de propagande de la puissance française. Il a interrompu les accords de défense militaire. Il a échappé naturellement à un coup d'État. Vous voyez ce qu'Assimi Goïta est en train de faire en moins de 3 mois? La France n'est pas si invincible que ça. Si nous avons le courage, nous pouvons l'affronter et récupérer notre pays. C'est possible. C'est possible. Mais il faut pour cela, d'abord que le peuple en soit conscient et qu'on tisse des alliances hautement stratégiques pour affronter la France, qui ne se laissera pas faire. Le Gabon a été un trop bon gâteau pour qu'elle laisse partir comme ça. Mais c'est un gâteau qui nous appartient. D'abord, tressez-vous les cheveux. Pour que nous nous battions pour récupérer notre pays, qui est un bon gâteau. Et les parts de ce gâteau sont d'abord aux Gabonais, avant d'être aux Français, avant d'être aux Syriens, avant d'être aux Libanais, avant d'être aux Maliens, avant d'être aux Sénégalais, avant d'être aux Béninois, qui sont mes frères, mais qui nous laissent d'abord nous donner la part qui leur revient à eux, et non pas qui viennent se servir en maître conquistador. C'est pas ça le panafricanisme. Donc, aux jeunes qui m'ont suivi, tressez-vous les cheveux. Venez rejoindre l'armée des souverainistes anti-France africains pour que notre pays nous appartienne. Merci pour votre présence. Merci d'avoir protégé cette vidéo. Je vous dis donc au TEP, à mes jeunes petits frères et petites sœurs qui m'ont suivi depuis le Gabon, au TEP, à mes jeunes petits frères et petites sœurs qui m'ont suivi depuis l'Afrique, au TEP, à tous les jeunes frères et toutes les jeunes sœurs du Gabon qui m'ont suivi de part. Je vais vous laisser et vous donner rendez-vous pour le jeudi prochain à 12h30. Merci d'avoir été nombreux et à jeudi.